Madame, Monsieur, chers clients, bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir passer ce moment avec vous, moment au cours duquel nous allons aborder un sujet complexe, dense, quelquefois difficile, ardu. Les qualificatifs me manquent pour parler de la loi de finances pour 2026. Pour cet exercice un peu difficile, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par Bertrand Cosson, qui dirige notre département d'ingénierie patrimoniale. Bonjour Bertrand. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et aussi de Céline Boisselier, qui accompagne Bertrand dans cette difficile mission. Bonjour Céline. Bonjour Nathalie, bonjour. Voilà. Alors Bertrand, je sais que ce processus d'adoption de la loi de finances était un peu atypique cette année. Est-ce que tu peux nous en dire juste deux mots? Oui, tout à fait Nathalie. Oui, il a été atypique, même si ça fait la deuxième fois finalement qu'il est atypique. C'est-à-dire qu'en principe, une loi de finances doit être votée et publiée avant la fin de l'année en cours. Donc là, ça aurait dû être le 31 décembre 2025 pour l'année 2025 et l'année 2026. Et finalement, comme il n'y a pas eu de consensus au niveau de l'Assemblée nationale, le gouvernement, finalement, au mois de février, a décidé d'employer le 49.3. Il n'y a pas eu de motion de censure, donc ça veut dire que c'est un texte du gouvernement, ce n'est pas un texte issu de l'Assemblée nationale et du Sénat, et il a été publié le 20 février 2026, donc avec une application pour un certain nombre de ces mesures à compter du lendemain de la publication, c'est-à-dire au 21 février 2026. D'accord. Alors, parmi tous les sujets qui ont été abordés, vous en avez sélectionné quelques-uns majeurs qui, a priori, nous intéressent tous aujourd'hui. Céline, est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse taxe sur les holdings patrimoniales qui nous a fait tous tellement trembler en fin 2025? Oui, avec plaisir Nathalie. Merci. Effectivement, c'est une mesure quand même emblématique de la loi de finances pour 2026 et avec beaucoup de rebondissements puisque le processus législatif ayant été complexe, cette taxe a été modifiée au fil du temps. Donc à l'origine, souvenez-vous, on avait parlé d'un taux de 2% sur une assiette très très large finalement. Et à l'issue du vote du Sénat, ce taux a été porté à 20%, donc multiplié par 10. Mais en contrepartie, heureusement, l'assiette a été totalement restreinte à certains biens, je vais vous en parler. Alors, quelles sont les entités visées? Ce sont les sociétés soumises à l'IS qui remplissent certaines conditions. Premièrement, il faut que la valeur vénale de ces actifs soit supérieure à 5 millions d'euros. Donc, ce sont vraiment des entités déjà un peu importantes. Il faut qu'elle soit détenue par une personne physique ou son cercle familial. Donc, son cercle familial, ça va être ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, également son conjoint. Donc, une conception large à plus de 50%. Et il faut enfin que cette société, elle perçoive en majorité des revenus passifs. Donc, des dividendes, des intérêts, des plus-values. Pour rentrer dans le champ, donc toutes les activités, les sociétés finalement opérationnelles ne vont pas être visées par cette taxe sur les holdings. Un point. Mais alors, par exemple, les holdings étrangères, elles sont visées, pas visées? Tout à fait. Donc, en fait, les holdings françaises sont visées et dans ce cas-là sont elles-mêmes redevables de la taxe, mais les holdings étrangères sont également visées. Mais dans ce cas-là, c'est le résident fiscal de France qui va être redevable de la taxe. Qui va supporter l'impôt de sa société. Exactement. Donc, ce sera évidemment seulement les holdings étrangères détenus par un résident fiscal de France qui vont être dans le champ de la taxe. Et l'entrée en vigueur de cette taxe, donc ça va être les sociétés qui clôturent leur exercice à compter du 31 décembre 2026. Donc pour la première fois, elles vont déclarer en 2027, donc en mai 2027, au titre des exercices clos au 31/12/2026. Mais alors les 20%, on les prend une seule fois ou tous les ans, on va être amené à payer 20%? Exactement. Les 20%, ça va être tous les ans. Donc, il faut regarder à chaque clôture d'exercice si on remplit toutes les conditions. Et on va devoir regarder les biens somptuaires qu'on a à la fin de l'année, quelle est leur valeur. Et là, on imposera les 20%. D'accord. Donc, en d'autres termes, au bout de 5 ans, on aura payé 2 fois le bateau, par exemple, pour reprendre cette idée du bateau. Voilà, bon, l'idée de la taxe, c'est l'idée de la taxe. Enfin, l'idée de la taxe, c'est un mécanisme finalement anti-abus, donc qui inciterait plutôt à sortir ces actifs-là de la holding patrimoniale. Voilà. Donc, quels actifs sont concernés? Ce sont les biens somptuaires uniquement. Donc, les biens somptuaires, ils sont définis explicitement. Donc, il y a 6 catégories de biens. Donc, ce sont les biens affectés à l'exercice de la chasse, de la pêche, les chevaux, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux, les jets privés, les avions, les vins et alcools,
les bijoux et métaux précieux, donc ça va être l'or physique, pas l'or papier en revanche. Et à ce niveau-là, il est intéressant de noter que tout ce qui est objet d'art ou de collection d'antiquités ne sont désormais plus dans le champ de la taxe. Ils l'étaient au début, ils ne le sont plus. Donc si on prend l'exemple des véhicules de tourisme, un véhicule de tourisme qui peut être qualifié de véhicule de collection, en principe, ne devrait pas entrer dans le champ de la taxe. D'accord, bonne nouvelle. Oui. Et donc la dernière catégorie, et non des moindres, ce sont les logements dont l'associé ou son cercle familial, toujours cette notion, se réserve la jouissance. Donc ça va être un logement qui est occupé soit à titre gratuit, soit moyennant un loyer, mais qui est inférieur au prix du marché. D'accord. Ou le texte vise également les logements loués fictivement. Bon là, ça va concerner une catégorie, je pense, minoritaire. Oui. Ça va être les prête-noms, par exemple. Oui, ça on en voit très peu, heureusement. Exactement. Donc en fait, si le logement est occupé avec un loyer de marché, aucun problème. Si en revanche le logement est occupé par la famille sans loyer, on va être dans le champ de la taxe et ça pose d'ailleurs d'autres problématiques au niveau de la société. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc on peut parler par exemple des logements de fonction, qui sont une question récurrente de nos clients. Est-ce qu'un logement de fonction rentrerait dans le champ des biens somptuaires, de la taxe sur les holdings? En fait, normalement, le logement de fonction, c'est un actif dédié à l'activité professionnelle. Parce que pour entrer dans le champ de cette taxe, il faut que les actifs soient utilisés à des fins non professionnelles. Si ce sont des actifs qu'on considère professionnels, ils n'entrent pas dans le champ de la taxe. Donc normalement, un logement de fonction devrait être considéré comme un actif professionnel, d'autant qu'en principe, on a quand même un avantage en nature qui est prévu, qui est taxé au nom de la personne qui va, du dirigeant qui va en profiter. Donc on devrait normalement pouvoir échapper à la taxe sur le holding dans ce contexte. Bien. Voilà. Très bien. Alors, autre sujet extrêmement important qui concerne beaucoup d'entre vous, je le sais, il s'agit du pacte Dutreil. Là aussi, on a beaucoup tremblé. Il a été attaqué, réattaqué, défendu. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire aussi en 3 mots les grands principes de ce pacte, s'il te plaît? Oui, pourquoi on utilise, c'est un outil privilégié pour la transmission des entreprises et des sociétés, c'est parce qu'il y a des avantages fiscaux très importants liés au pacte Dutreil. La principale, c'est une exonération de 75% de la valeur de la société pour le calcul des droits de donation ou des droits de succession. On peut le cumuler avec, si on fait une donation en pleine propriété avant les 70 ans du donateur, avec une réduction de 50% des droits de donation. Si on fait une donation démembrée, là aussi, on va pouvoir cumuler l'abattement sur l'usufruit qui est réservé. Donc, on donne que la valeur de la nue propriété, donc ça coûte moins cher que la pleine propriété, et on peut le cumuler avec cette exonération des 3/4. Et enfin, le dernier point fiscal très important, c'est que pour le calcul de la plus-value, pour le coup, même si on a un abattement de 75%, on reprend bien 100% de la valeur des titres pour le calcul de la plus-value. Donc vous voyez que tous ces avantages fiscaux font que quand on a une transmission entre parents et enfants, pour les gros patrimoines, on peut aller jusqu'à 45% de taux de droit de donation. Et bien là, avec le pacte Dutreil, on divise à peu près par 10, on est plutôt sur des taux aux alentours de 5% de droit de donation. Vous voyez, donc un outil extrêmement privilégié. Le côté privilégié fait qu'il y a énormément de conditions à respecter. Il faut que si la holding est une holding, il faut qu'elle soit animatrice, elle ne soit pas passive. Il y a beaucoup de contentieux sur ce sujet. Il y a des conditions respectées, notamment quand on dit pacte Dutreil. Dans le pacte, ça veut dire qu'il y a un engagement de conservation des titres. Et c'est ça le premier changement qu'on a dans cette loi de finances, c'est que la durée de l'engagement individuel est allongée. Elle passe de 4 ans à 6 ans. Ça veut dire qu'on a toujours les 2 ans d'engagement collectif et au lieu d'ajouter 4 ans pour faire 6 ans, on va ajouter 6 ans qui vont faire 2 plus 6 égale 8 ans d'engagement dans le pacte Dutreil. Ça veut dire qu'il faut conserver, pour les donataires ou les héritiers, il va falloir conserver maintenant 8 ans les titres pour avoir justement cet avantage fiscal. Deuxième changement dans cette loi de finances qui est plus complexe, je rebondis sur ce que disait Céline sur les biens somptuaires, et maintenant on va exclure les biens somptuaires de l'exonération de 75%. Auparavant, quand on avait une activité principale qui était éligible au pacte Dutreil, on pouvait avoir des actifs qui n'étaient pas nécessaires à l'activité, mais qui bénéficiaient quand même des 75% d'abattement. Désormais,
ce n'est plus possible. Tout ce qui est lié aux biens somptuaires, donc c'est la liste que vous a expliqué Céline, mais parfois remodifiée. Je vous donne un exemple. Les objets d'art ou de collection, comme l'a dit Céline, c'est pas dans la taxe sur les holdings, mais ça va être exclu maintenant du pacte Dutreil, donc exclu de l'exonération. Donc si on a notamment, par exemple, une œuvre d'art, a priori, ça sera difficile d'expliquer qu'une œuvre d'art est nécessaire à l'activité professionnelle, sauf si on est marchand d'art, mais ça c'est un autre sujet. Mais si on a juste une œuvre d'art dans une société, dans une holding patrimoniale, a priori l'œuvre d'art, vous voyez, elle sera évaluée et elle n'aura plus les 75% d'abattement. Donc il y a aussi un autre point d'attention sur les logements, parce que là la définition des logements, elle est déjà relativement large quand même pour les actifs centenaires, mais là, elle est encore plus large. On a l'impression que dès qu'on a un logement, on ne peut plus bénéficier du pacte Dutreil, sauf là encore si évidemment le logement est nécessaire à l'activité professionnelle. Donc voilà les points maintenant, les nouveaux points d'attention. Et je dis quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, il était prévu de supprimer 2 dispositifs qui sont un peu techniques, mais qu'on utilise quand même assez souvent. C'est le pacte Dutreil réputé acquis, donc finalement, il est maintenu. Et la deuxième chose, c'est sur tout ce qui est schéma de family buyout, quand on veut mélanger des donations, des cessions, on a un enfant repreneur, d'autres enfants qui ne sont pas repreneurs, et le family buyout est toujours disponible fiscalement parlant. Donc plutôt, on va dire, des bonnes nouvelles quand même en matière du Dutreil, c'est des aménagements, mais on ne remet pas en cause les principes. Merci Bertrand. Alors, un autre point extrêmement important qui concerne peut-être un petit peu moins de monde, quoique, il s'agit des modifications du régime d'apport-cession. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Céline, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Donc, l'apport-cession, pour rappel, c'est quand on a apporté des titres de sa société à une holding qu'on contrôle. Donc, à cette occasion, on bénéficie d'un report d'imposition. Et la société holding, quand elle va céder ses titres, on va devoir avoir des obligations de réinvestissement de certains actifs, sur certains actifs pendant un certain délai, pour maintenir ce report d'imposition. Donc on a des modifications, puisque jusqu'à présent, le seuil de réinvestissement était de 60% du produit de cession, il passe à 70%, donc c'est plus contraignant. Et on devait, en contrepartie de cette contrainte plus forte, on devait réinvestir dans les 2 ans. Maintenant, on a 3 ans pour réinvestir. Donc c'est finalement, là, de ce côté-là, un peu plus favorable. Et s'agissant des actifs qu'on acquiert en remploi, donc, désormais, on va devoir les conserver pendant 5 ans pour continuer à bénéficier de ce report d'imposition, alors qu'auparavant, c'était plutôt 1 an sur la majorité des actifs ou 5 ans seulement sur les fonds de capital investissement. Donc, voilà certains ajustements. Ensuite, on a une modification aussi quand on fait une donation de ces titres qui bénéficient du report d'imposition. Les donataires vont vont être titulaires du report d'imposition et pour pouvoir le maintenir, vont devoir aussi conserver les titres pendant un certain délai. Donc jusqu'à présent, c'était une durée de 5 ans. Maintenant, on va la porter à 6 ans dans la majorité des cas. Et quand, en revanche, le réinvestissement porte sur des fonds de capital investissement, ce délai qui était de 10 ans, il passe à 11 ans. Voilà les modifications à ce niveau-là. D'autres modifications très importantes concernent les actifs dans lesquels on peut réinvestir. Voilà. Puisque là, on a une restriction du champ du réinvestissement, puisque désormais, certaines activités financières et immobilières sont exclues du champ du réinvestissement. Dont certaines qui étaient très appréciées de beaucoup de nos clients, je crois. Oui, malheureusement. Donc, effectivement, là, donc, comme je le disais, toutes les activités financières, activités de gestion du patrimoine mobilier, donc ça, c'est exclu, mais ça concerne également tout ce qui est promotion immobilière et les activités immobilières au sens large, donc également tout ce qui est marchand de biens. Donc, c'est là où on a vraiment une restriction très importante. Donc finalement, s'agissant des activités immobilières, ce qui va rester éligible, ce sont les activités d'hôtellerie ou de para-hôtellerie si elles respectent vraiment les conditions. Et des charges très précises. Exactement. Moindre mal. Voilà. Et s'agissant de l'application dans le temps du dispositif, ça va s'appliquer aux cessions de titres qui ont été apportées à compter du 21 février 2026. C'est-à-dire si l'apport a été réalisé en 2025 et que la cession est intervenue en 2025, ou même avant le 21 février 2026, voilà. Février ou 21, même, on aura toujours les anciennes dispositions. Par contre, si la cession des titres apportés intervient après cette date, on est malheureusement dans les nouvelles conditions. Très bien.
Alors, un point qui est vraiment très désagréable, parce que là, il nous concerne absolument tous, ou à peu près, c'est la hausse, la nouvelle hausse de la CSG sur certains revenus du capital, pas tous. Est-ce que tu peux être un petit peu clair dans ce schéma qui est quand même un peu compliqué Oui, je pour vais tout essayer, retenir? Nathalie. En effet, à la fois, il y a une Ouais, hausse c'est ça, du taux d'imposition, donc c'est différencier. plus 1,4% du taux de CSG sur les revenus du capital, mais c'est en fait une hausse différenciée. Parce qu'il y a certains revenus qui vont être soumis à cette hausse et d'autres revenus non. Donc là, ça veut dire source, bien sûr, de complexité en la matière. Donc, dans les choses, entre guillemets, simples à retenir, si on peut dire, c'est qu'on avait un taux global de prélèvements sociaux de 17,2, donc 17,2 plus 1,4, ça nous donne 18,6. Et on va le voir par rapport aux revenus concernés, ça veut aussi dire que la flat tax qui était à 30%, C'était facile pour toi. prélèvements sociaux inclus, hein, donc c'était 12,8 plus 17,2, bah aujourd'hui on va passer à 31,4% de flat tax. Alors quels sont les revenus concernés? Bah, c'est essentiellement les revenus de placement et donc les revenus du patrimoine. Concernant les revenus de placement, ça va être surtout tout ce qui est dividendes, tout ce qui est intérêts, que ce soit des intérêts bancaires, des intérêts obligataires. Ça va être tout ce qui est aussi lié aux sorties de PEA, qui vont subir aussi la hausse des prélèvements sociaux. L'épargne salariale est concernée, ainsi que les plans d'épargne retraite. On avait eu des questions là-dessus, parce que, je vais le dire juste après, les contrats d'assurance vie et de capitalisation ne sont pas dans la hausse. Donc on se disait, est-ce que les plans d'épargne retraite sont dans la hausse? Donc a priori, la réponse est oui, à l'heure en tout cas où on parle. Donc ça, c'est pour les revenus de placement. Et concernant les revenus du patrimoine, ça va être essentiellement les plus-values de cession de valeurs mobilières, donc qui sont concernés. Et là, elles sont d'autant plus concernées qu'il y a une rétroactivité. C'est-à-dire qu'autant les dividendes, les intérêts, c'est à compter du 1er janvier 2026, mais sur les plus-values de cession de valeurs mobilières, on a une rétroactivité au 1er janvier 2025. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait des plus-values de cession de titres en 2025 vont devoir payer en septembre les 18,6% de prélèvements sociaux. Donc ça peut concerner aussi des revenus non professionnels, notamment on a quand même beaucoup de clients qui font de la location meublée non professionnelle. Et la location meublée non professionnelle est également concernée. Donc sont exclus, donc ça c'est une liste on va dire limitative de ce qui est exclu de cette hausse de la CSG, c'est tout ce qui est lié aux revenus fonciers, aux plus-values immobilières des particuliers, comme je le disais tout à l'heure, les contrats d'assurance vie, les produits des contrats d'assurance vie et de capitalisation ne sont pas concernés par la hausse, donc restent toujours au 17,2 de prélèvements sociaux. Et ensuite, il y a un certain nombre de produits un petit peu plus, on va dire, moins courants, comme des comptes épargne logement, voire des plans d'épargne populaires, qui, eux aussi, ne sont pas concernés par cette hausse. Donc en résumé, on voit quand même quelque chose de un peu plus complexe entre ce qui est concerné, pas concerné, et en effet, un alourdissement global des prélèvements sociaux. C'est le moment ou jamais de vous retourner vers vos banquiers qui ne manqueront pas de vous aider dans ce dédale de fiscalité qui est quand même assez fou depuis quelques années. Ça devient de plus en plus compliqué. Alors, on a vu les mesures majeures, vraiment les points les plus importants, les points phares de cette loi de finances. Il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'en une phrase, parce que le temps nous est compté, vous pouvez en aborder quelques-unes rapidement? Oui, on peut aborder notamment la fameuse contribution différentielle sur les hauts revenus. C'était le nouvel impôt de la loi de finances pour 2025, de l'année dernière. Et donc, elle devait s'appliquer qu'une année, et ça y est, elle est prorogée, on va dire, à durée indéterminée. Voilà, il y a aussi quelques autres mesures un petit peu techniques, et notamment dans les points importants, c'est de dire que sur tout ce qui est revenus exceptionnels, c'est un peu plus technique, mais sur les revenus exceptionnels, on va prendre maintenant qu'un quart de la CEHR, alors que sur les revenus 2025, on prenait 100% de la CEHR. C'est un peu technique, mais ça a permis à certains clients qui ont fait des plus-values, notamment en 2025, de ne pas être soumis à cette contribution différentielle sur les hauts revenus. Le législateur s'en est aperçu et vient de faire la modification, notamment pour les plus-values 2026. L'autre point très technique, très complexe, c'est l'aménagement
de la réforme des management packages. On avait eu un texte de l'année dernière. Ce texte, il est à nouveau modifié. Notamment, ça va concerner tout ce qui est donation de titres de management package. Ça va concerner aussi les apports de titres de management package. Donc là aussi, dispositif assez complexe, un peu compliqué. Dans les choses plus simples, la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, il a été question de le geler, et finalement il n'est pas gelé. Les tranches sont majorées de 0,9%, donc de l'inflation de 2025. L'autre point qui peut aussi vous intéresser, c'est un nouveau statut du bailleur privé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir amortir des biens en location nue, alors que normalement on ne peut amortir que des biens en location meublée, mais uniquement sous des conditions assez importantes qui sont des ressources du locataire, qui sont des plafonnements de loyer. Il y a plusieurs systèmes qui vont s'appliquer, mais qui permettront d'amortir une partie du bien, notamment 80% de la valeur du bien, puisqu'on considère qu'il y a 20% qui n'est pas amortissable, avec là aussi un plafond d'amortissement. Mais ça peut quand même permettre de pouvoir déduire, par exemple, dans certains dispositifs, jusqu'à 8 000 euros, entre 8 000 et 12 000 euros d'amortissement par an. Et c'est réservé, ça c'est aussi un point important, c'est réservé à l'immobilier neuf ou à l'ancien avec de gros travaux de rénovation. Donc quand même un champ assez réduit. Et puis le dernier point dans les autres mesures, c'est tout ce qui concerne là aussi le plan d'épargne retraite et la déductibilité des versements. Les versements au-delà de 70 ans ne seront plus déductibles des revenus pour celui qui les verse. Donc là, une limitation de déductibilité sur le plan d'épargne retraite. Très bien. Écoutez, merci. Est-ce qu'il y a quand même finalement des endroits où il n'y a pas eu de modification, où les choses ont été reconduites? Oui, tout à fait, heureusement. Oui. On peut parler de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, puisqu'il y avait eu aussi beaucoup de discussions sur la mise en place d'un impôt sur la fortune improductive, de la CHP, comme on avait pu l'appeler à un moment donné. Tout cela n'a pas été retenu. On reste, en tout cas pour le moment, cette année, à l'IFI. Bon, donc immobilier uniquement concerné par la taxe sur la fortune. On n'a pas eu de modification non plus s'agissant des droits de donation ou des droits de succession. On n'a pas d'alourdissement ni de modification des abattements. Et finalement aussi, on a un taux d'IS qui est maintenu. Il est de 25%, le taux normal de l'IS. Donc là, ça permet aussi d'avoir un repère et avec sauf la taxe sur la surtaxe sur l'IS qui a été maintenue sur 2026. Merci Céline, merci aussi Bertrand, bien sûr. Tous les deux, vous avez réussi à rendre simple, clair, intelligible un texte de loi qui ne l'est pas, qui est souvent sujet à interprétations diverses et variées. Alors surtout, s'il vous reste des questions, si vous avez des points à aborder, n'hésitez pas à vous retourner vers vos banquiers. Ils n'attendent que ça. Ils sont très heureux de vous accompagner dans ces questionnements. Bien sûr, d'essayer de trouver des réponses avec vous, tous les deux. Et maintenant, il nous reste à vous remercier de votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Au revoir. Merci Nathalie. Merci. Au revoir. Au revoir.